Il y a 65 millions d'années, un astéroïde d'un millier de milliards de tonnes percute la Terre, éradiquant les dinosaures. Un impact catastrophique comme celui-ci survient environ tous les 75 millions d'années. Aujourd'hui, les scientifiques scrutent le ciel à la recherche de ces obus. Un petit astéroïde de 45 mètres de diamètre pourrait pulvériser une ville de la taille de New York. Un astéroïde de cette dimension pourrait frapper à tout instant et rien ne pourrait l'arrêter. C'est un véritable cauchemar. Un rocher de 1000 milliards de tonnes filant droit sur la Terre à une vitesse de plus de 80 000 km à l'heure. Il percute notre planète avec la force de 300 millions de bombes atomiques, libérant assez d'énergie pour anéantir la race humaine tout entière. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est bel et bien arrivé. Il y a 65 millions d'années, un rocher de cette taille entre en collision avec la Terre provoquant l'extinction des dinosaures. Le prochain impact de cette envergure pourrait ne survenir que dans 10 millions d'années. Mais les impacts d'astéroïdes plus petits sont aussi dévastateurs et beaucoup plus fréquents. Il y a environ 50 000 ans, un astéroïde s'écrase dans le désert de l'Arizona, précipitant 160 millions de tonnes de roches dans les airs. Le cratère Barringer fait près d'1,5 km de diamètre et 170 mètres de profondeur. Curieusement, l'astéroïde qui a creusé ce cratère d'impact ne faisait que 40 mètres de diamètre. C'est la taille d'un petit avion. Dans l'espace, les petits astéroïdes comme celui-ci sont plus nombreux que les gros. Ils frappent la Terre environ tous les 100 ans. Un scientifique de l'Université de l'Arizona du Nord croit que le cratère Barringer recèle un message. Le professeur Ted Bunch. Des petits impacts comme celui-ci pourraient survenir à tout moment. Et pourraient causer une destruction massive. La chaleur extrême de cet impact a carbonisé le grès du désert. Ce grès du comté de Coconino est plus ou moins intact. Mais ce morceau ici, c'est aussi du grès de Coconino, a été fortement chauffé, probablement jusqu'à des températures de 1650 degrés Celsius, et soumis à de fortes pressions. Voyez la différence. À l'origine, il ressemblait à ceci. Imaginez que cet événement se répète aujourd'hui. Quelles seraient les conséquences d'un impact d'un objet de 40 mètres de diamètre sur New York? Si cette météorite était tombée sur Manhattan hier, environ 80% des New-Yorkais seraient gravement blessés ou morts. Tous les districts de la ville de New York auraient été touchés par la chaleur, par l'onde de choc ou par l'activité sismique qui aurait fait s'écrouler les bâtiments. Tout serait détruit dans un rayon de 8 km. Des astéroïdes percutent notre planète depuis sa formation. C'est leur masse et leur vitesse d'impact qui sont à l'origine de leur puissance. En se dirigeant vers la Terre, l'astéroïde acquiert des quantités phénoménales d'énergie cinétique, comme cette voiture qui file à toute allure. Plus la voiture va vite, plus elle possède d'énergie cinétique. La masse de la voiture, elle, demeure la même. Lorsque la voiture heurte un mur de briques, l'énergie n'est pas perdue. Elle se transforme en choc explosif.
La collision fracasse le plastique et le verre et génère de la chaleur qui fait fondre le métal. En percutant la Terre, l'astéroïde produit les mêmes effets, mais parce qu'il file à 80 000 km à l'heure, l'explosion est beaucoup plus dévastatrice. Ici, en Arizona, les traces d'un impact s'étendent jusqu'à 10 km du bord du cratère. Des particules de roche, appelées impactites, ont été propulsées à une vitesse phénoménale. Ces petites roches noires sont des impactites, des particules de roche fondue. Il y en a des dizaines de milliers dans cette zone. Elles ont été éjectées entre 5 et 8 km plus loin, à une vitesse jusqu'à 2 à 3 fois supérieure à celle d'une balle de fusil. Un animal qui recevrait des milliers de ces particules y laisserait sûrement sa peau. Les impactites sont de précieux indices d'un impact d'astéroïde. Elles peuvent témoigner d'une collision qui n'a pas laissé d'autres traces. Des chercheurs de fossiles en Alaska découvrent des fragments de défense de mammouths laineux. Ils sont parsemés de particules qui semblent avoir été tirées d'un fusil et datent d'il y a 34 000 ans, une période pendant laquelle la population de mammifères de la région a inexplicablement chuté. Les chercheurs de fossiles auraient-ils décelé les traces d'un impact d'astéroïde jamais découvert? Richard Firestone examine plusieurs défenses. Nous avons analysé plusieurs particules provenant de diverses défenses et elles ne pouvaient venir que d'une météorite. Elles étaient riches en fer et en nickel, les composantes principales de la plupart des météorites. Cette découverte indique que ces mammouths laineux ont été exterminés à la suite d'un impact d'astéroïde. La force de la collision a été dévastatrice. Nous avons mené une expérience pour observer les effets d'un coup de fusil sur une défense de mammouth. Les plombs rebondissent. Ils n'ont pas assez d'énergie pour se loger dans la défense. Les plombs d'un fusil filent à 965 km à l'heure. Les fragments d'astéroïdes voyagent à plus de 30 000 fois cette vitesse. Afin de pénétrer dans les défenses, les plombs doivent voyager à des dizaines de kilomètres par seconde. Le mammouth de Firestone a disparu lors de l'écrasement d'un astéroïde il y a 34 000 ans. Les impactites logés dans les défenses de mammouths indiquent que des astéroïdes non identifiés ont déjà percuté la Terre. Des indices récemment découverts révèlent qu'ils ont tué non seulement des mammouths, mais aussi des êtres humains. Il y a 13 000 ans, l'Amérique du Nord est en pleine période glaciaire. De grands mammifères, tels que le paresseux géant et le mammouth laineux, habitent le continent. Les Clovis, un peuple nomade, vivent à leur côté. Après cette période, les fossiles disparaissent brusquement. Plusieurs espèces de grands mammifères s'éteignent. Qu'est-ce qui a causé cette disparition soudaine? Les données archéologiques perdent aussi la trace de la culture Clovis. Est-ce une famine? Une épidémie? Personne n'en est certain. Mais une grotte du nord de l'Ohio peut en détenir la clé. À 9 mètres sous la surface, un archéologue de l'Université de Cincinnati découvre des traces d'une très vieille catastrophe. Ken Tankersley et son équipe excavent de la terre une couche de matière calcinée. Elle remonte à la disparition des Clovis et des mammouths. Pour les archéologues, cette couche caractéristique riche en carbone, qu'on appelle la couche noire, est provoquée par un incendie très intense, la marque certaine d'une catastrophe destructrice. Sous cette couche, on trouve des restes de grands mammifères. Mais au-dessus, il n'y en a aucun. Cette couche s'est déposée au cours d'un événement rapide et soudain. En dessous, on trouve des signes de la présence des Clovis. Au-dessus, rien. Ce qui s'est passé à ce moment est un vrai mystère. Quelle catastrophe est à l'origine de cette couche noire? Tankersley fouille la couche noire et y trouve un os d'un cochon sauvage appelé pécari. Il nous livre une histoire troublante. Ça fait 13 000 ans que cet os n'a pas été à l'air libre.
L'os porte des signes de brûlures extrêmes. Ces brûlures ne résultent pas de la cuisson. Ces animaux étaient plus gros que moi. Il aurait fallu faire rôtir l'animal pendant plusieurs jours. Ce genre de brûlure est clairement causé par un brasier très intense et rapide, un événement unique en quelque sorte. Serait-ce un astéroïde qui a provoqué ce souffle de chaleur mortelle? Si oui, il manque encore une pièce au casse-tête, un cratère. C'est une troublante possibilité. Un astéroïde pourrait-il être assez gros pour éradiquer une civilisation entière, mais assez petit pour ne laisser aucune trace? On a retrouvé cette couche de matière calcinée à plusieurs endroits aux États-Unis. Elles datent toutes de la même époque. L'analyse chimique est probante, mais Tankersley veut en être absolument certain. Il retourne aux grottes Sheridan, en Ohio, pour recueillir d'autres échantillons. À l'Université de Cincinnati, il les examine à l'aide d'un microscope électronique. En agrandissant le minuscule échantillon 10 000 fois, il trouve la preuve irréfutable d'un impact d'astéroïdes dévastateur. Des nanodiamants. Il est fascinant de penser que ces nanodiamants sont liés à un événement cosmique. Les nanodiamants se forment lors d'un impact violent, provoqué soit par une grosse météorite, soit par un astéroïde ou par un morceau de comète. Les impacts d'astéroïdes ont eu des conséquences historiques bien plus graves que nous le pensions. Il semble de plus en plus probable qu'un astéroïde soit lié à la disparition de la culture Clovis il y a 13 000 ans. Pour un géologue, il y a 13 000 ans, c'est hier. Plutôt que de nous dire que ça ne peut plus nous arriver, il faudrait plutôt se poser la question, à quand la prochaine fois? On n'a jamais retrouvé le cratère de cet impact. Quelle était donc la taille de l'astéroïde qui a provoqué cette catastrophe? Les astéroïdes sont constitués principalement de roches et de métal, des vestiges de la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Des milliers de ces objets sont en orbite près de la Terre. Certains dépassent en taille les montagnes, d'autres ne sont pas plus gros qu'un grain de poussière. Nous ignorons toujours la taille de l'astéroïde qui a anéanti la culture Clovis. Mais un chercheur croit pouvoir trouver la réponse. Le professeur Peter Schultz de l'Université Brown prend comme point de départ une information cruciale. La culture Clovis a pris fin pendant une glaciation. Il y a 13 000 ans, l'Amérique du Nord était partiellement couverte d'une couche de glace d'une épaisseur pouvant atteindre 1,5 km, la nappe glaciaire Laurentide. Que se passe-t-il lorsqu'un astéroïde s'écrase dans la glace plutôt que dans la Terre? Schultz croit qu'un astéroïde laisserait un cratère dans la glace. Le cratère fondrait ensuite et ferait disparaître toute trace de l'impact. Le sol était couvert de glace. Un astéroïde aurait bien pu s'écraser là, comme il aurait pu s'écraser ailleurs. Schultz met sa théorie à l'essai au champ de tir vertical du centre de recherche Ames de la NASA en périphérie de San Francisco. Le pistolet vertical est unique en son genre. Il est capable de tirer des projectiles à 21 000 km/h, l'équivalent de la vitesse d'un véritable astéroïde. Schultz tente de trouver le rapport exact entre la taille d'un astéroïde et l'épaisseur de la glace qui pourrait provoquer une explosion dévastatrice sans laisser de cratère. Une minuscule bille de verre simulera l'astéroïde et une couche de glace d'1,5 cm remplacera le glacier d'1,5 km d'épaisseur. Cette expérience reproduira les effets d'un astéroïde de 800 mètres de diamètre. J'ai placé environ 2 cm de sable sur la surface et je vais tirer un projectile d'environ un demi-centimètre de diamètre. Il s'agit maintenant de savoir s'il arrivera à traverser la surface. Lors d'une collision avec la Terre, l'astéroïde doit pénétrer dans l'atmosphère. La friction l'échauffe tout au long de sa descente.
Schultz simule l'atmosphère terrestre en emplissant la chambre d'argon, un gaz rare. Le pistolet tirera le projectile à près de 6,5 km à la seconde. C'est une vitesse équivalente à celle d'un astéroïde. À chaque expérience, on apprend de nouvelles choses. Il y a immanquablement des surprises, et j'adore les surprises. Un astéroïde pourrait-il être assez petit pour ne pas laisser de cratère, mais assez gros pour anéantir une grande partie de l'Amérique du Nord? C'est une question pressante, car le système solaire fourmille de tels astéroïdes. Lors de la dernière glaciation terrestre, il y a 13 000 ans, un astéroïde a peut-être carbonisé une partie de l'Amérique du Nord, sans toutefois laisser de cratère. Des scientifiques tentent de déterminer si un astéroïde pourrait être assez gros pour éradiquer une culture entière sans laisser de traces. Peter Schultz se rend au champ de tir vertical de la NASA afin d'observer les effets d'un astéroïde de 800 mètres sur une couche de glace d'1,5 km d'épaisseur. Mon Dieu! Quel coup! Vous avez vu ça? Regardez-moi ça! Quelle collision! La bille de verre pénètre dans la chambre à 21 000 km à l'heure. En entrant en contact avec le gaz qui simule notre atmosphère, elle s'enflamme et explose. La boule de feu percute la glace. C'est à ce moment qu'on commence à s'inquiéter. Elle se dirige vers nous et on ne peut même pas l'entendre. Elle voyage plus vite que le son. Cette expérience démontre qu'un astéroïde de 800 mètres s'écrasant sur une couche de glace d'1,5 km d'épaisseur peut avoir des conséquences funestes. Mon Dieu, il n'y a pas de cratère. L'impact est passé inaperçu. Je vais retirer quelques morceaux. En voici un qui a été frappé de plein fouet. On peut voir une petite dépression ici. Sans la glace, il se serait formé un cratère d'environ cette taille. La glace a fait office de gilet pare-balles. En fondant, la glace efface toute trace d'impact. C'est incroyable. Les effets de la collision auraient été ressentis jusqu'en Europe. Mais l'astéroïde n'aurait pas laissé de cratère. Un objet d'environ 800 mètres de diamètre aurait laissé un cratère de 32 km de diamètre dans la glace. Mais en fondant, le cratère aurait complètement disparu, éliminant toutes les preuves. C'est en quelque sorte le crime cosmique parfait. L'astéroïde qui a éradiqué la culture Clovis n'avait peut-être que 800 mètres de diamètre. On estime qu'en ce moment même, un millier d'astéroïdes de cette taille gravitent à proximité de la Terre. Les scientifiques décident donc d'étudier des impacts plus récents afin de réévaluer la taille des astéroïdes qui les ont provoqués. Un des impacts récents les plus célèbres et les plus violents est connu sous le nom d'événement de la Tunguska. Le 30 juin 1908, un astéroïde explose au-dessus de la Tunguska, une région de la Sibérie, avec la puissance de 1000 bombes atomiques. La Tunguska est si éloignée que les scientifiques ne peuvent en examiner les conséquences que 19 ans plus tard. L'équipe apporte avec elle des instruments afin d'étudier l'étendue de la catastrophe. L'explosion a déraciné 60 millions d'arbres, 2000 km² de terre sibérienne, une zone 4 fois plus étendue que la ville de Montréal, sont écrasés et calcinés. Mais la déflagration ne laisse pas de cratère. L'astéroïde a explosé avant de toucher le sol. La taille exacte de l'astéroïde demeure un mystère pendant près de 20 ans. Puis, dans les années 50 et 60, des experts en collision tentent de simuler l'impact à l'aide de données recueillies lors d'essais nucléaires. Certains scientifiques estiment alors le diamètre de l'astéroïde à 180 mètres. « On réduit ensuite cette estimation à 60 mètres.
En 2007, Mark Boslow réévalue les données à l'aide d'un super ordinateur. Il croit que l'astéroïde était beaucoup plus petit qu'on ne le croit. Nous avons longtemps cru que l'astéroïde avait descendu jusqu'à 8 km au-dessus du sol et qu'il avait libéré de 10 à 20 mégatonnes d'énergie en explosant. Nous connaissons la vitesse des vents et les effets thermiques provoqués par une telle explosion. Et ce qui avait été observé dans la Tunguska concordait avec ces faits. Mais cette analyse suppose qu'une arme nucléaire et un astéroïde provoquent le même genre de collision. Une arme nucléaire explose en un point unique et fixe. Mais un astéroïde se comporte différemment. Il se déplace et très rapidement. En explosant, l'énergie qu'il libère continue à se mouvoir, causant des ravages encore plus importants. En explosant, il se vaporise et prend de l'expansion. C'est tout comme une explosion nucléaire, sauf qu'un astéroïde est plus massif et qu'il continue à se déplacer. L'explosion de la Tunguska s'est donc propagée sur des kilomètres. Nous avons pris conscience du fait que malgré que l'explosion soit survenue en haute altitude, la roche en fusion et la matière vaporisée qui composait l'astéroïde a continué sa descente. Elle a peu à peu ralenti et a finalement stoppé à quelques kilomètres au-dessus du sol. La région en bleu représente l'onde de choc. Celle-ci transporte l'énergie mécanique vers le sol, sous la forme de vents violents, comparables à ceux d'un ouragan, qui arrache les arbres après avoir atteint le sol. L'ancien modèle supposait une explosion stationnaire. Il estimait donc le diamètre de l'astéroïde à 60 mètres. Ce modèle était vraisemblablement erroné. Un petit objet en mouvement peut tout de même provoquer des dommages considérables. L'événement de la Tunguska pourrait avoir été causé par un astéroïde de seulement 30 mètres de diamètre. Les conclusions de Boslow ébranlent la communauté scientifique. Il y a davantage de petits astéroïdes dont l'orbite croise celle de la Terre que de gros. Par conséquent, si l'événement de la Tunguska a été provoqué par un petit astéroïde, ce genre d'impact serait plus fréquent qu'on ne le croyait. Les scientifiques ont d'abord cru que c'est un astéroïde de 180 mètres de diamètre qui a dévasté la Tunguska. Un objet de cette taille percute la Terre tous les quelques milliers d'années. On croit maintenant que l'astéroïde n'avait que 30 mètres de diamètre. Un astéroïde de cette taille frappe environ toutes les quelques centaines d'années. Le dernier remonte à 1908. Le prochain impact destructeur sera probablement causé par un objet de la taille de l'astéroïde de la Tunguska. C'est le hasard qui décidera. Il pourrait s'écouler quelques centaines d'années avant qu'un astéroïde comme celui de la Tunguska ne frappe la Terre, mais il pourrait tout aussi bien frapper demain. Heureusement, l'astéroïde de la Tunguska s'est écrasé dans une région inhabitée. Aujourd'hui, nous pourrions ne pas avoir autant de chance. Mais comment pouvons-nous donc nous protéger des astéroïdes, qu'ils soient petits ou gros? En 1998, le Congrès des États-Unis a chargé la NASA de passer à l'action. La NASA a institué le projet SpaceGuard afin de repérer tous les astéroïdes qui représentent une menace pour notre planète et de suivre leur évolution. Le premier objectif du projet est de repérer tous les astéroïdes de plus de 900 mètres de diamètre. Ceux-ci sont assez gros pour causer des dommages catastrophiques s'ils percutaient la Terre. Jusqu'à présent, 1100 astéroïdes de cette taille ont été localisés. L'observatoire Catalina Stewart de l'Université de l'Arizona fait partie du réseau SpaceGuard. Le chercheur d'astéroïdes Ed Bayshore et son équipe passent le ciel au peigne fin pour repérer ces gigantesques objets. Nous devons prendre une image du ciel 4 fois au cours d'une période de 40 minutes. L'ordinateur saisit 4 images télescopiques de la même région du ciel. Les étoiles sont stationnaires, mais les objets géocroiseurs, les astéroïdes, se déplacent d'image en image. Voici par exemple une photo d'une région que l'on vient d'observer. Voici la deuxième photo, et voici la troisième, et la quatrième.
Lorsqu'on les observe en succession, on remarque un objet, probablement un objet géocroiseur, d'après la façon dont il se déplace. Mais qu'en est-il des petits astéroïdes, comme celui qui a éradiqué la culture Clovis ou celui qui a explosé sur la Tunguska? En ce moment, Bayshore n'essaie pas de les repérer. Il y a plusieurs petits objets, et bien qu'ils soient petits, ils n'en sont pas moins dangereux. Nous croyons en fait que les objets de 90 mètres de diamètre et plus sont beaucoup plus nombreux et représentent une menace considérable. Les astronomes sont maintenant résolus à suivre la trace de ces petits astéroïdes. L'un d'eux a l'habitude des dangers de l'espace. Rusty Schweikert, ancien pilote d'essai pour le programme Apollo. Il est capital de commencer à repérer ces petits objets, car ils frappent la Terre beaucoup plus fréquemment. Des objets d'un diamètre de 30 ou 45 mètres peuvent avoir des effets dévastateurs au sol. Ils peuvent causer des catastrophes naturelles considérables. Plus ils sont petits, plus ces objets sont difficiles à repérer. Ils se déplacent à plus de 80 000 km à l'heure et décrivent des orbites extrêmement difficiles à suivre. Puisque jusqu'à maintenant, nous n'avons tenté de localiser que les plus gros, nos télescopes n'ont pas la capacité de repérer à l'avance les petits astéroïdes. Suivre à la trace les petits astéroïdes demande des télescopes spécialisés, mais ceux-ci nécessitent encore des années de développement. De temps en temps, les astronomes ont un coup de chance. En 2004, ils aperçoivent un objet qui se déplace dans le ciel. Une étude révèle que c'est un astéroïde de 275 mètres de diamètre. On le nomme Apophis, d'après le dieu égyptien du mal et de la destruction. Il est assez gros pour détruire une région de la taille de la France et il file droit vers nous. En 2004, à l'Observatoire national Kitt Peak en Arizona, les astronomes aperçoivent un nouvel astéroïde relativement petit. Il semble se diriger droit vers la Terre. Il se nomme Apophis et fait 275 mètres de diamètre, environ 10 fois la taille de l'astéroïde qui a créé le cratère Barringer en Arizona. Au Massachusetts Institute of Technology, Richard Binzel suit sa trajectoire. Si on considère ses effets immédiats, un astéroïde de la taille d'Apophis détruirait une région d'environ la taille de la France. D'après des observations préliminaires, les chercheurs croient qu'il a des risques relativement élevés de frapper la Terre en 2036. Cet astéroïde représente une menace réelle. Binzel doit déterminer la composition d'Apophis. Il étudie l'astéroïde grâce à un accès à distance à un télescope situé à l'observatoire Mauna Kea, à Hawaï. L'instrument que j'utilise est un spectromètre. Les différents minéraux qu'on retrouve dans les astéroïdes ont des spectres d'absorption de lumière très caractéristiques qui nous permettent de déterminer précisément la composition de chaque astéroïde. Tous les astéroïdes sont différents. La plupart sont solides, mais certains ne sont qu'un amas de rocailles. La majorité sont composés de roches, mais certains renferment des métaux et d'autres substances. Apophis s'avère être constitué en grande partie de chondrites, un type de roche. Nous pensons qu'Apophis ressemble à ce type de météorite. C'est une chondrite LL. Ce qui est bien, c'est que nous pouvons mesurer les caractéristiques d'Apophis au laboratoire en transposant celles de ce fragment de météorite à la taille d'Apophis, que nous estimons à 275 mètres de diamètre. La masse d'Apophis est d'environ 20 millions de tonnes. Il frapperait la Terre avec une énergie de 375 mégatonnes, une unité de mesure d'impact nucléaire. C'est plus de 20 000 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Connaissant maintenant la vitesse et l'orbite de l'astéroïde, les chercheurs sont en mesure de prédire plus précisément sa trajectoire.
Des nouvelles données suggèrent que l'astéroïde de 275 mètres se dirigera droit vers nous en 2036 et qu'il passera à seulement quelques 30 000 km de la Terre. En termes d'astronomie, nous l'éviterons de justesse. Mais si Apophis venait bel et bien dans notre direction, que pourrions-nous faire? La solution la plus évidente serait de lancer une bombe atomique. Une telle explosion pourrait fracasser l'astéroïde en morceaux. Mais cette stratégie est risquée. Les fragments d'astéroïdes pourraient continuer leur descente vers la Terre, sans compter qu'ils seraient maintenant radioactifs. Plutôt que d'éliminer les risques, une explosion nucléaire les augmenterait. Et la Terre pourrait subir une mitraille cosmique qui causerait encore plus de dommages. Le chercheur Massimiliano Vasile de l'Université de Glasgow en Écosse s'inquiète de cette possibilité. Ce qui pourrait arriver, c'est que l'onde de choc provoquée par l'explosion de la couche externe fragmente l'astéroïde. Ce ne serait alors plus seulement un astéroïde qui se dirigerait vers la Terre, mais 2 ou 3. Les scientifiques se démènent pour trouver une meilleure solution. Certains ont suggéré de fixer des moteurs de fusée afin de faire dévier l'astéroïde, ou même des voiles solaires qui modifieraient l'orbite de l'astéroïde. Même si elles sont de réelles possibilités, ces stratégies ressemblent davantage à de la science-fiction. Les chercheurs se rallient derrière une démarche plus terre-à-terre, faire dévier l'astéroïde en le percutant. Ce projet a même un nom de code, Don Quichotte. Son équipe comprend entre autres Chris Saunders, analyste de missions spatiales au laboratoire Kinetic en Angleterre. Nous allons simplement tenter de heurter l'astéroïde pour qu'il s'écarte de sa trajectoire. Selon cette théorie, un coup violent asséné par une sonde pourrait faire dévier l'astéroïde de son orbite, comme dans un match de billard cosmique. Le projet Don Quichotte prévoit 2 véhicules spatiaux, l'impacteur et l'orbiteur. C'est un moteur ionique qui propulsera l'orbiteur jusqu'à destination. Des panneaux solaires induisent un champ électrique qui ionise du xénon, un gaz ultra-léger. Les ions sont ensuite éjectés du moteur afin de propulser le véhicule vers l'astéroïde à plus de 320 000 km/h. L'objectif est de percuter l'astéroïde à son point le plus éloigné de la Terre, là où une infime poussée pourrait le faire dévier. L'orbiteur se placera en orbite autour de l'astéroïde et guidera l'impacteur lors de son attaque de précision. L'orbite de l'astéroïde se déplacerait d'environ 50 à 100 mètres. C'est assez pour qu'il évite la Terre. Si les astronomes repèrent assez tôt un astéroïde qui représente une menace pour la Terre, Don Quichotte pourrait être en mesure de le faire dévier. Mais cette technologie demeure un prototype et la marge d'erreur est grande. La plupart des scientifiques s'accordent à dire qu'un plan de rechange est nécessaire. Afin de protéger la Terre d'un éventuel impact d'astéroïde, des chercheurs ont conçu un plan ingénieux. À l'aide d'un puissant rayon de lumière, ils veulent vaporiser une partie de la surface de l'astéroïde pour faire jaillir un jet de gaz qui le fera dévier. C'est une théorie astucieuse, mais Massimiliano Vasile ne peut la mettre à l'essai qu'en laboratoire. Au laboratoire de laser industriel de l'Université de Glasgow, il évalue la quantité de lumière nécessaire pour faire dévier un astéroïde. On peut voir que le faisceau laser a brûlé la roche.
C'est ce qu'on pense qui arrivera dans l'espace si l'on concentre la lumière du Soleil vers l'astéroïde. L'effet est exactement le même que si on attachait un moteur de fusée à l'astéroïde, sauf que le moteur, c'est l'astéroïde lui-même. C'est une des façons les plus efficaces de faire dévier un astéroïde. Cependant, faire dévier un astéroïde nécessiterait beaucoup plus de lumière que celle d'un laser industriel. Heureusement, l'espace nous fournit une source beaucoup plus puissante, le Soleil. Massimiliano Vassile suggère d'utiliser des miroirs afin de concentrer la lumière du Soleil sur l'astéroïde pour vaporiser sa surface comme le fait le laser. Mais pour déplacer un astéroïde de 300 mètres de diamètre, il faut un miroir si grand qu'aucune fusée ne serait en mesure de l'emporter dans l'espace. La solution? En utiliser plusieurs simultanément. Nous proposons d'envoyer une armée de satellites qui transporteraient chacun un petit miroir. Les miroirs auraient environ 18 mètres de diamètre et seraient conçus de façon à concentrer l'énergie solaire afin de produire ce jet de roche vaporisée. Peu importe la stratégie que les scientifiques utiliseront, ils devront repérer l'astéroïde le plus tôt possible. L'astronaute Rusty Schweickart croit qu'une bonne préparation est essentielle. Lorsque nous conduisons notre voiture, nous n'avons qu'une probabilité sur 10 000 d'avoir un accident. Malgré tout, nous contractons une police d'assurance. Pourquoi n'avons-nous toujours pas de police d'assurance pour notre planète qui est si peu sécuritaire? Un jour, l'humanité fera face à un autre astéroïde, comme celui qui a explosé au-dessus de la Tunguska en Sibérie ou celui qui a éradiqué la culture Clovis aux États-Unis. Un astéroïde de seulement 45 mètres de diamètre pourrait causer la mort de dizaines de milliers de personnes. Et nous ne savons toujours presque rien d'eux. Ces dangers et notre savoir limité sont devenus d'autant plus évidents en septembre 2007. Caracas, au Pérou. Des résidents aperçoivent d'étranges lumières dans le ciel, puis une gigantesque explosion. Des villageois tombent bientôt sur un cratère de 15 mètres de diamètre dans les montagnes. Les habitants affirment que c'est un cratère d'impact, mais les scientifiques ne sont pas tous convaincus. L'expert en impact Peter Schultz croit que c'est un canular. Je me suis d'abord demandé, est-ce que c'est vraiment arrivé? Cette chose n'aurait pas pu traverser l'atmosphère. C'est de la science-fiction. Lorsque les premières photos du cratère ont été publiées, on aurait dit un film de série B dans lequel Superman sort du cratère. Schultz est déconcerté par la taille du cratère. Il est minuscule. Un si petit astéroïde n'aurait pas pu traverser l'atmosphère terrestre. Il se serait consumé en y pénétrant. Les témoins, eux, sont perplexes. Ils croient d'abord qu'on les attaque. Nous avons levé les yeux au ciel et nous avons vu une traînée de fumée. Nous pensions d'abord que c'était un avion militaire. Puis nous avons remarqué que l'objet tombait vers le sud. Les ouvriers m'ont dit « Cet avion semble avoir perdu le contrôle. » Nous avions très peur. Même les animaux s'enfuyaient à cause du bruit assourdissant. Il est possible qu'un astéroïde soit tombé, mais comment un astéroïde si petit aurait-il pu survivre à son entrée dans l'atmosphère? Il aurait dû se désintégrer bien avant d'atteindre le sol. Peter Schultz, un des plus grands experts en impact au monde, se rend sur place pour mener son enquête. J'ai eu vent de l'histoire par les médias, j'ai vu les photos et je me suis dit, je dois y aller. La collision a projeté des portions de sol dans les airs, endommageant un édifice situé à 45 mètres de là. Wow! Oh, jeez! Oh. Oh, my gosh! Wow!
Peu importe ce qui a causé un tel cratère, cet objet était assez puissant pour projeter 90 tonnes de terre au loin. Cette terre était là avant l'impact, c'est indéniable. Elle a été retournée à la suite de ce phénomène. Ce cratère porte la marque d'un impact d'astéroïde, mais Schultz demeure sceptique. Il doit trouver des fragments afin d'en prouver l'origine. Il compte sur une des caractéristiques habituelles de ce genre d'astéroïde, son magnétisme. Le fragment métallique et la forme du cratère convainquent Schultz. C'est bel et bien un cratère d'impact. Mais quelle était la taille de cet astéroïde? Des témoins informent Schultz de son angle d'incidence. S'il peut en déterminer la vitesse, il pourra ensuite en déduire la taille. Au centre de recherche Ames de la NASA, Schultz examine le fragment d'astéroïde sous un puissant microscope. La vérité sur l'impact est ainsi livrée au grand jour. Les fragments ont été déformés et brisés en suivant un motif qui apparaît lorsque l'objet atteint 5 ou 6 km par seconde, près de 5 fois la vitesse d'une balle de pistolet. Schultz détient maintenant tous les indices nécessaires pour déterminer la taille de l'astéroïde. D'après son angle d'incidence et sa vitesse, on peut déduire que l'astéroïde avait entre 1 et 2 mètres de diamètre. C'est une découverte remarquable. Les scientifiques avaient toujours cru qu'un objet de cette taille se consumerait avant de toucher Terre. Nous avons découvert qu'un minuscule objet d'1 ou 2 mètres de diamètre avait réussi à atteindre le sol. Ça n'aurait pas dû arriver. Il n'aurait pas dû être en mesure de traverser l'atmosphère. Dans ce cas-ci, il a non seulement frappé le sol, mais il l'a frappé très fort. Comment l'astéroïde en est arrivé là demeure un mystère, mais le fait qu'il ait réussi est inquiétant. S'il s'écrasait sur une grande ville, un petit astéroïde comme celui de Caracas pourrait tuer des dizaines, voire des centaines d'habitants. Ce serait très meurtrier. Et le compte à rebours est commencé. Si cet astéroïde s'était écrasé à New York, il aurait causé d'énormes dommages. Il aurait probablement défoncé le plafond d'un gratte-ciel et se serait écrasé 4 ou 5 étages plus bas. Ici au Pérou, c'était une balle courbe lancée à toute vitesse. Rusty Schweikert croit qu'il est grand temps de prendre au sérieux la menace que représentent les petits astéroïdes. On ne peut pas éviter un ouragan. On peut à la rigueur éviter une inondation, ou en tout cas s'en protéger. Pouvoir éviter une catastrophe naturelle, c'est une occasion qui ne se présente pas tous les jours. On peut éviter cela. Si on étudie avec soin les géocroiseurs, on pourra écarter pour de bon les collisions d'astéroïdes. Il ne fait aucun doute que dans un avenir rapproché, un astéroïde menacera de nouveau la Terre. Mais serons-nous prêts à y faire face lorsque le jour viendra?